Alors, en ce qui concerne la formation en soi, la formation sur la stratégie de la mobilisation des ressources, c'est une formation qui peut prendre un minimum d'une semaine et ça peut aller donc au-delà de 2 semaines. Et transmettre cette formation en 1 heure et demie, c'est vraiment un défi. Et on essaiera de passer en revue les différentes étapes et surtout les cadres conceptuels de la mobilisation des ressources. Donc, il est très important en tant que membre d'organisation ou d'association ou d'entreprise de comprendre dans un premier temps, lorsqu'on veut se lancer dans une démarche de mobilisation des ressources, et de comprendre les composantes clés de la mobilisation des ressources. Avant d'y arriver, comme vous pouvez voir le plan, on passera en revue les cadres conceptuels, les étapes, la création d'un véritable partenariat et aussi le développement des compétences pour toute personne qui aimerait avancer dans une démarche ou dans un processus de mobilisation des ressources. J'aimerais bien dire ceci, que c'est une introduction, comme je l'ai dit, et je ne vois pas très bien. Okay. La mobilisation de ressources, c'est vraiment un besoin vital pour les organisations, puisque pour fonctionner, toute organisation a besoin d'un minimum de ressources, pour ne pas dire maximum de ressources. Et par principe, c'est une activité qui est épuisante, qui demande un grand investissement en termes de temps. Il faut beaucoup de temps. Et dans tout cela, ça ne demande pas seulement le temps, les efforts intellectuels, voire physiques, mais c'est surtout, ça exige un travail bien structuré et organisé. C'est pour cela que j'ai voulu, à travers cette formation, vous permettre à vous et à chacun des membres de votre organisation de comprendre en quelque sorte, même pas maîtriser, mais de comprendre les 3 composantes de la stratégie de mobilisation de ressources. Et ces 3 composantes clés sont contenues dans ce qu'on peut appeler les cadres conceptuels de la mobilisation des ressources. Et une fois que nous aurons passé en revue les cadres conceptuels, la deuxième partie sera donc la planification même de la démarche relative à la mobilisation des ressources. Pour toute personne qui veut comprendre les cadres de mobilisation des ressources, il y a ces 3 éléments qui sont très importants. C'est d'abord d'identifier les différentes catégories de ressources, de connaître les moyens ou les outils qui permettent de mobiliser ces ressources et enfin, de comprendre et de connaître aussi les fournisseurs des ressources. Et ce cadre, voici comment on peut les présenter. Si au milieu, il y a la mobilisation des ressources, mais dans chaque angle du triangle, on voit les ressources, les mécanismes et les fournisseurs de ressources.
Les ressources, ce sont tous les biens ou toutes sortes de choses qu'une organisation peut ou a besoin pour fonctionner. Les mécanismes, ce sont les moyens qu'on utilise pour acquérir ces ressources. Et les fournisseurs de ressources, ce sont les personnes, les institutions, les organisations qui ont des ressources et qui peuvent donc fournir ces ressources à des organisations. Et en résumé, ce qu'on peut dire est que la mobilisation des ressources, c'est une démarche par laquelle une organisation obtient des ressources auprès des fournisseurs en utilisant un certain nombre de voies ou de mécanismes ou des outils, afin de mettre ces outils ou ces ressources à la disposition de son organisation pour son fonctionnement. Et pour aller en détail sur les différentes ressources qu'une organisation peut avoir besoin ou les différents mécanismes que l'organisation peut utiliser, ou encore les organisations, les personnes qui peuvent fournir ces ressources, on peut regarder ce triangle un peu agrandi. Puisqu'au départ, il y avait des ressources, des mécanismes, des fournisseurs, mais là, au niveau des ressources, on voit il y a notamment l'argent. Il peut y avoir aussi, comme on peut le voir, l'appui technique, les ressources humaines, les biens matériels, les services qu'une organisation peut avoir besoin et aussi l'équipement. Bernardin, excuse-moi de t'interrompre. Est-ce qu'on peut poser des questions au fur et à mesure ou on attend la fin? Ok, parce que j'ai vu Roger lever la main. Donc on Roger. y va, oui. Et Bernardin, merci d'abord pour ce début de présentation. Je voulais savoir, toi qui as effectué une carrière à l'international, d'après toi, le cadre conceptionnel de mobilisation de ressources à l'international et au niveau communautaire, est-ce qu'on parlerait d'un même cadre conceptuel? Non, non. Et je voulais en venir, quand bien même que ce cadre qui apparaît serait plus adapté à l'international. Mais au niveau communautaire, on utilise les mêmes cadres, mais la différence peut donc apparaître soit au niveau des fournisseurs de ressources et aussi éventuellement des ressources que l'organisation communautaire a besoin, puisque chaque organisation a ses réalités internes et aussi ses besoins. Et toutes les organisations, que ce soit au niveau local, canadien ou à l'international, les organisations n'ont pas le même type de besoins. Mais les cadres restent les mêmes. Ressources, mécanismes, fournisseurs de ressources. Cependant, à l'intérieur de ces axes ou de ces composantes, les acteurs ou les contenus peuvent se différencier d'un milieu à l'autre. OK? Très bien. Alors, dans les détails, comme vous le voyez ici, à l'international, par exemple, au niveau des fournisseurs de ressources, on peut voir qu'il y a mentionné des ONG internationales. Il y a aussi comme des organisations bilatérales ou multilatérales. Cependant, dans un pays comme le Canada, l'accent peut être plutôt mis sur d'autres fournisseurs comme le gouvernement, les acteurs gouvernementaux. Et les gouvernements, pas seulement le gouvernement fédéral, ça peut être au niveau provincial, régional, voire local, au niveau des municipalités, par exemple.
Et hormis cela, il peut y avoir d'autres fournisseurs de ressources comme des particuliers, des personnes riches qui peuvent aussi faire des dons au niveau des organisations communautaires. Et il y a aussi des entreprises. Mais les détails, on pourra les voir un peu plus loin. J'aimerais faire mentionner ici que lorsqu'on parle de mobilisation des ressources, la plupart des gens pensent directement à la collecte de fonds, l'argent. Mais la mobilisation des ressources va au-delà de l'argent ou des fonds, puisque le fonds constitue tout simplement l'une des composantes des ressources. Puisque pour fonctionner, l'organisation n'a pas seulement besoin d'argent, l'organisation a besoin aussi de biens matériels. L'organisation a besoin des ressources humaines internes pour son fonctionnement. L'organisation aussi peut avoir besoin d'un appui technique qui est donc au niveau des formations, par exemple, les gens qui peuvent faire le transfert des connaissances, qui peuvent donner des formations sous forme de conférences. Donc, les ressources ne sont pas limitées au fonds ou à l'argent, mais ça va au-delà donc de l'argent. Et quand on parle de la mobilisation des ressources, c'est plus global, ça englobe tout cela. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? C'est bon? OK. Donc, avant qu'on puisse parler des étapes de la mobilisation des ressources, j'aimerais juste insister sur la compétence, la composante mécanisme. Au niveau des mécanismes, comme on le disait, comme je l'ai souligné, c'est-à-dire les moyens qu'une organisation peut utiliser pour atteindre le fournisseur de ressources et acquérir des ressources pour son fonctionnement. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent aller à la soumission des demandes de financement ou des subventions. C'est l'un des mécanismes qui est très utilisé au niveau des pays comme le Canada, puisqu'il y a des gouvernements qui sont très actifs dans le financement des organisations. Cependant, les moyens d'avoir des ressources ne se limitent pas à la soumission des demandes de financement. Tout simplement puisque, comme ça mentionné au niveau des ressources, des services gratuits ou équipements, une organisation peut acquérir des ressources en faisant des demandes auprès des organisations qui fournissent un certain nombre de matériel ou de l'équipement de bureau, par exemple. Et c'est important de savoir comment arriver à faire ce type de demande. Comment solliciter auprès des fournisseurs. Comment aussi solliciter des contributions volontaires. Comment atteindre des dirigeants de petites, voire de grandes entreprises. Ces différents moyens peuvent arriver effectivement à aider l'organisation dans l'atteinte de sa démarche relative à la mobilisation des ressources. Et même si ce n'est pas mentionné dans ces mécanismes, on peut par exemple avoir certaines organisations
qui ont des compétences internes si on prend au niveau de la communauté. L'organisation peut organiser, excusez-moi pour la répétition, des événements spéciaux. Et l'organisation d'un certain nombre d'événements entre aussi dans cette catégorie. Si l'organisation appartient à la communauté italienne, on sait que les Italiens sont très bons pour faire la cuisine. Ça peut être un événement lié au repas, payant, et ça peut aussi permettre à une organisation d'amasser l'argent dont elle a besoin pour son fonctionnement. Alors, cependant, pour organiser des activités, il faut avoir des compétences spécifiques pour les faire. Ce qui fait que chaque organisation va adapter sa stratégie, puisqu'on va parler de cela, en fonction des compétences internes à l'organisation. La planification va se faire en fonction des ressources dont l'organisation a besoin, en fonction des compétences spécifiques au sein de l'organisation pour les mécanismes choisis, en fonction aussi des fournisseurs qui sont disponibles et qui sont capables d'accepter la demande qui est adressée par l'organisation. Donc, c'est tout un cercle sous forme de triangle. Et lorsque on veut faire une mobilisation stratégique des ressources, il faut partir de ces triangles, connaître ses besoins, on va en parler, choisir un des mécanismes selon ses compétences, cibler les fournisseurs potentiels dont l'organisation a plus de chances d'avoir une réponse positive. Donc, comme je l'ai dit, ça va au-delà tout simplement des collectes de fonds, mais les ressources dont l'organisation a besoin les ressources sont nombreuses. C'est-à-dire, il y a une grande diversité des ressources qu'une organisation, même communautaire canadienne, pourra éventuellement cibler. Ça, c'est la première chose, qui était donc le cadre conceptuel et les trois composantes de ce cadre. Merci Roger pour la question, et je ne vais pas revenir là-dessus, tout simplement pour dire que chaque organisation adapte ses concepts, ses cadres conceptuels selon ses réalités, ses compétences, les ressources dont l'organisation a besoin et les fournisseurs disponibles. Quant au travail proprement dit de la mobilisation des ressources, il est important de souligner que tout travail relatif à la mobilisation des ressources commence toujours par une préparation. Et cette préparation, c'est au niveau de la planification. Et on recommande généralement aux organisations d'avoir une planification stratégique. Les mots peuvent faire peur quand on parle d'une planification stratégique. Les gens voient plus grand, que ça soit vraiment une grande planification, mais dans les faits, ça ne nécessite pas nécessairement une très grande planification. On va parler de cela. Deuxièmement, lorsqu'on fait la première planification, il faudra alors
évaluer la situation de l'organisation en termes des ressources disponibles et des ressources manquantes par rapport aux besoins clairement identifiés de l'organisation. Une fois que cette deuxième étape est réalisée, alors il faut arriver à la troisième étape qui est donc la préparation de l'élaboration du plan de mobilisation des ressources. Il y a une très grande différence entre la planification stratégique de l'organisation et la planification relative à la mobilisation des ressources. Donc, le plan stratégique est plus global et le plan de mobilisation, c'est juste une partie du travail de l'organisation. Là où le plan stratégique est global et le plan de mobilisation est sectoriel. C'est juste un petit travail à faire au niveau d'un grand travail qui est la planification stratégique. Alors, à ce niveau de planification stratégique, il convient de souligner que même les organisations qui n'ont pas de plan stratégique, la plupart des organisations savent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire, pourquoi ils veulent le faire et comment ils vont faire pour arriver. C'est-à-dire, lorsqu'on définit des objectifs d'une organisation, des tâches d'une organisation, chaque membre de l'organisation, si pas tous les dirigeants, ils savent pourquoi ils ont créé l'organisation. Quelles sont les activités qu'ils veulent réaliser et comment ils vont les réaliser. Et cette connaissance, même si elle n'est pas écrite noir sur blanc sur une feuille, ça fait partie d'une vision stratégique. Mais cependant, pour les organisations plus avisées qui veulent écrire cela, ils font donc un plan stratégique à partir de la vision de l'association. Généralement, pour certains, le plan stratégique peut être de 3 ans, mais anciennement, il n'y a pas longtemps, les organisations privilégiaient donc une planification quinquennale, c'est-à-dire de 5 ans. Ça dépend de la grandeur de l'organisation, des activités de l'organisation. Et une fois que le plan stratégique est rédigé, on tire de ce plan un plan d'action à partir de grandes orientations. Et si le plan stratégique peut être de 3 à 5 ans, et le plan d'action, lui, est généralement annuel pour une année. Et c'est à partir du plan d'action que s'amorce donc le travail stratégique relatif à la mobilisation des ressources. Et j'aimerais bien dire que dans ce travail, il est très utile lorsqu'on a des grandes lignes qui concernent le plan stratégique et on a des lignes priorisées annuellement, le plan d'action. Alors, dans ces cas-là, il faut arriver à analyser la situation de l'organisation en termes de ressources. Vous avez une activité X. Un projet X. OK. Ça fait partie du plan stratégique. Ça a été sorti du plan d'action.
mais quelles sont les ressources que nous avons pour accomplir notre tâche ou nos tâches par rapport à ces projets. L'organisation peut avoir 2, 3, 4, 5, ça dépend, projets au même moment, mais de passer en revue chaque projet, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'argent, de fonds. Est-ce que pour le projet 1, les fonds disponibles vont permettre d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par rapport à ce projet? Est-ce que pour ce projet 1, est-ce qu'on a des ressources humaines disponibles? Est-ce qu'on a de l'expertise? Ainsi de suite. Donc, vous identifiez les activités et par rapport à ces activités, quelles sont les ressources diverses nécessaires pour accomplir ces projets? Quelles sont les ressources disponibles et quelles sont les ressources manquantes? Donc, la situation actuelle des ressources. Et une fois que c'est fait, cette différence entre les ressources disponibles et les ressources manquantes, ça permet d'identifier les besoins. La mise en œuvre du projet X ou 1, on a besoin de 1 000 $. Actuellement, on a 800 $. Et l'écart de ce que nous manquons, c'est 200 $. Dans ce cas, les besoins qui est clairement identifié pour finir le projet, c'est 200 $. Et ça part de toutes les activités de l'organisation. Nous avons du personnel. Est-ce qu'avons-nous assez de fonds pour payer le personnel? Par année, on va payer nos agents, nos bénévoles. On a besoin de combien? De 20 000 par année. Et qu'est-ce que nous avons présentement? Et qu'est-ce qui manque pour boucler une année entière? Et une fois qu'on fait cette analyse, ça permet donc d'identifier les besoins et toutes les ressources dont l'organisation a besoin pour accomplir son travail. Et cette identification doit être toujours en rapport avec les activités qui ont été identifiées au niveau du plan stratégique ou du plan d'action qui sort du grand cadre, c'est-à-dire du cadre stratégique. Et une fois que cela est fait, ça ne limite pas le travail. Retenez que lorsque vous identifiez, par exemple, les fonds disponibles, on ne va pas limiter tout en termes de fonds. Lorsque les fonds disponibles sont identifiés, ça peut être en surplus par rapport au projet initial. Mais il faut retenir aussi que ces fonds qui sont disponibles, est-ce qu'il y a des restrictions? Puisque certains fonds comportent des restrictions. On vous finance, mais vous ne pouvez pas utiliser cet argent pour réaliser d'autres projets. Ou ce sont des fonds sans restriction. Et ça se fait au niveau de cette analyse de la situation actuelle. On a des ressources, oui. Mais est-ce que les ressources que nous avons, on peut faire tout ce qu'on veut? Ou il y a des restrictions par rapport à ces ressources? Et les restrictions, généralement, ce sont les fournisseurs qui mettent des limites. OK, on a des ressources. Mais quelle durabilité pour ces ressources? Ça va donc couvrir quelle période?
On a des ressources actuellement pour cette année, oui. Et pour l'année prochaine. Donc, cette analyse permet donc d'évaluer aussi la durabilité des ressources que l'association a. Une fois que cela est fait, on regarde encore, est-ce qu'on a des besoins supplémentaires? Y a-t-il des besoins supplémentaires? Si oui, ces besoins supplémentaires sont intégrés plus tard dans le plan de mobilisation des ressources, mais ces besoins supplémentaires sont identifiés au niveau de cette analyse. Alors, une fois que l'organisation établit la liste de ses besoins, ce qui reste, c'est de voir quel mécanisme utiliser pour atteindre des fournisseurs de ressources. Et l'organisation, lorsqu'on fait l'analyse des mécanismes, généralement, ça permet d'identifier le mécanisme le plus approprié. Par exemple, une organisation qui n'a pas de compétences de rédaction ne mettra pas en avant la soumission pour des projets, au niveau du gouvernement, par exemple. Et pour le faire, il faut avoir des compétences internes ou avoir la capacité de louer des services à l'extérieur pour la rédaction des projets, par exemple. Et de regarder quels sont les mécanismes qui peuvent permettre à l'organisation d'agir et pour avoir les ressources dont elle a besoin. Et ça se passe donc au niveau de l'analyse de la situation actuelle. Et je peux ajouter que au niveau des mécanismes, on ne regarde pas seulement les compétences nécessaires, mais les organisations doivent aussi regarder s'il n'y a pas des conséquences par rapport au choix d'un mécanisme ou d'un autre. On choisit un mécanisme, et quels sont les avantages pour l'organisation d'utiliser ce mécanisme et quels sont aussi les inconvénients dans l'utilisation du mécanisme. Donc, si je vais revenir rapidement, je dirais, au niveau de l'analyse des ressources, on regarde les ressources disponibles et puis les ressources manquantes au sein de l'association. Et ça permet d'identifier les besoins. Et deuxièmement, par rapport aux besoins qui ont été identifiés, on regarde le mécanisme et chaque mécanisme qu'on choisit, on regarde d'abord les compétences internes. Est-ce qu'on a les compétences pour utiliser tel ou tel autre mécanisme? Et une fois qu'on identifie les mécanismes dont on est capable d'utiliser, on va regarder quels sont les avantages par rapport à ces mécanismes, quels sont aussi les inconvénients. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Si on prend juste un exemple d'un mécanisme, la contribution volontaire des gens.
au niveau des organisations, que ce soit à l'international ou au niveau communautaire. Contribution volontaire des membres, des particuliers et autres. Il y a donc un élément important au niveau de l'organisation, la compétence qui est exigée, c'est surtout la transparence, par exemple. Si l'organisation ne montre pas de transparence ou de bonnes relations avec l'extérieur, la contribution volontaire ne sera pas un bon mécanisme à choisir, puisque les gens ont contribué et en contrepartie, les gens vont exiger la transparence par rapport à l'utilisation de l'argent qui a été collecté, par exemple. Et si l'organisation se rend compte que cette compétence, elle n'a pas ça, de pouvoir prouver de la transparence, ça ne sera pas un bon mécanisme. Et l'avantage quand même des contributions volontaires peut être, il n'y a pas trop d'efforts pour l'organisation. Il n'y a pas trop d'efforts, il n'y a pas trop de documents à rédiger. C'est flexible. Lorsque les gens contribuent, ils ne demandent pas nécessairement la rédaction d'un grand rapport. Ils veulent juste voir que le projet a été réalisé. Mais ils ne demandent pas de rapport audit par la suite. Mais ils aimeraient surtout voir qu'ils ont contribué pour le projet X et ils veulent voir qu'effectivement, ça a été réalisé dans la transparence. Cependant, l'inconvénient, c'est quoi? Ce n'est pas un moyen fiable. Compter seulement sur la volonté des gens pour qu'ils contribuent. Est-ce qu'ils vont contribuer ou pas? Ils peuvent ou ne pas le faire. Donc, ce n'est pas un moyen fiable. C'est juste un exemple sur cela pour les contributions volontaires. Donc, lorsqu'on identifie un mécanisme, il faut partir de ces principes, les compétences de l'organisation, les avantages que le mécanisme peut procurer et aussi les inconvénients par rapport à ces mécanismes avant de faire les choix. C'est juste un exemple. Ça peut donc aller pour chacun des mécanismes, on peut soumettre ce type d'analyse. Compétences, avantages, inconvénients. Compétences, c'est-à-dire pour l'organisation, pour les membres de l'organisation. Donc, et regarder, choisir le mécanisme qui convient le mieux pour le type d'activité qu'on veut mener et pour les compétences de l'organisation. Une fois que c'est fait, l'autre élément important, c'est donc d'étudier donc aussi le fournisseur de ressources. Vous avez révisé la situation de votre organisation. Vous avez fait un effort pour trier au niveau des mécanismes, c'est-à-dire les moyens pour combler les besoins. Et le troisième point, ça sera donc d'identifier aussi qui contacter, solliciter auprès de qui, et pour répondre aux besoins de l'organisation en termes de ressources. À ce niveau,
il est important de noter que les recherches peuvent se faire à tous les niveaux. Comme je l'ai dit quand Roger a posé la question, au niveau gouvernemental, ça peut être le gouvernement local, les municipalités. Ça peut être, si on est au Canada, au niveau des régions, au niveau des provinces, ou national, c'est-à-dire au fédéral. Mais ça peut aussi, dans certains cas, selon les domaines d'intervention, aller aussi au niveau international. Puisqu'au niveau international, croyez-moi, même ici au Canada, il y a des organisations qui sont financées par des fonds étrangers. Un exemple que je peux donner, la Société canadienne de gynécologie, ils reçoivent notamment dans les domaines de santé des mères et de l'enfant des fonds de la Fondation Bill Gates. Mais Bill Gates n'est pas canadien. C'est-à-dire que même au Canada, on peut solliciter des fonds au niveau international. Alors, c'est là, avant de contacter des fournisseurs de ressources, il est recommandé d'abord de faire des recherches, connaître chaque fournisseur de ressources, d'avoir connaissance des fournisseurs de ressources et surtout, l'organisation doit d'abord connaître la zone d'intervention et aussi les domaines d'intérêt. Les fournisseurs de ressources, ils aident dans quel domaine? De santé, la culture, les sociales, soutient-elle des jeunes entrepreneurs? Donc, c'est très important ici de s'informer qu'est-ce que, OK, on va chercher des fournisseurs potentiels. Mais quels sont les domaines d'intervention de ces fournisseurs? Ils interviennent dans quel domaine? Puisque tous ceux qui donnent des ressources, que ce soit des particuliers, des individus, des personnes ou des institutions ou des entreprises, ils ont des domaines d'intervention spécifiques. Et regardez, par rapport à votre organisation, vous travaillez dans quel domaine? Et quels sont des fournisseurs potentiels des ressources dans ces domaines précis? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, OK, nous sommes dans un domaine, par exemple, la santé, et que... Ah, excuse-moi, Bernard. Oui. Je crois que Daniel Ilunga vient de lever sa main. Oui, OK. Oui, Daniel. Alors, merci pour la parole et merci pour la présentation. Moi, j'aurais une question. Oui. Après avoir identifié les fournisseurs de ressources, oui. On voit leur domaine d'activité, on essaie de matcher avec notre entreprise. Tout à fait. Nous aurons des avantages, donc eux, ils vont nous aider. Mais comment identifier? Parce que je pense qu'il y a une contrepartie. Je pense que nous aussi, nous devons leur donner quelque chose. Alors, comment identifier la contrepartie ou bien ce qu'eux peuvent demander avant de les contacter? Merci. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Et je pense que on va aborder cet aspect au niveau de la préparation et élaboration d'un plan de mobilisation des ressources. Faire correspondre les besoins de l'association avec ceux des potentiels fournisseurs. On va aborder, une fois qu'on termine l'analyse de la situation actuelle,
Et la dernière partie, je vais souligner cet aspect de problème. Et c'est très important, tout à fait. D'accord, Ilunga? Merci. OK. Alors, on regarde tout cela et aussi les domaines d'intervention, la zone ou la région géographique, puisque certains fournisseurs, ils sont limités par exemple au Canada, d'autres, ils vont à l'international. Et quelle est la zone d'intervention? Et une fois, après avoir vu la zone d'intervention, et de savoir aussi les cycles, si c'est une entreprise, si c'est un gouvernement, quand est-ce qu'on peut déposer une demande? Quand est-ce qu'on peut les contacter pour demander des ressources? C'est-à-dire les cycles. Et il faut vraiment connaître leur cycle de financement. C'est important. Ce sont des petits éléments, des petites informations qu'on collecte à ce stade-là. On identifie et on trouve les informations, domaine, zone géographique d'intervention, cycle de financement. Est-ce qu'ils ont des restrictions? Quand ils vous financent, ils mettent des limites ou pas? Et qu'est-ce qu'eux, ils offrent comme ressources? Est-ce que c'est seulement des fonds? Est-ce qu'ils peuvent accorder du matériel? Est-ce que c'est une entreprise ou une organisation qui peut aussi fournir une assistance technique, c'est-à-dire il y a des formateurs pour le renforcement des capacités, par exemple? Et on l'a vu pendant la COVID, plusieurs organisations ont commencé à donner des formations gratuites. Ça aussi, ce sont des ressources. C'est ce que vous faites à AFO en donnant des formations gratuites. C'est une ressource que vous mettez à la disposition des organisations, même communautaires. Et les organisations qui n'ont pas de moyens d'envoyer le personnel pour des formations techniques, en assistant à certaines conférences que vous organisez, aux formations que vous donnez, ce sont des ressources que vous mettez à la disposition des organisations. C'est important de les souligner. Alors, les informations sur le fournisseur, qui contacter au niveau de l'organisation fournisseur, des fournisseurs par exemple? Est-ce que le fournisseur avait déjà soutenu d'autres organisations? D'autres organisations ou communautaires ont bénéficié des ressources de ces fournisseurs? Et toutes ces informations, une fois réunies, alors, ça permet donc d'établir une liste de fournisseurs potentiels. Vous avez consulté, fait des recherches sur Internet, vous avez fait des recherches auprès d'autres collègues qui travaillent dans d'autres organisations, et toute l'information que vous avez eue, vous allez donc établir ou dresser votre liste de fournisseurs potentiels. Et refaire encore des recherches sur la liste restreinte. Puisque si vous avez une liste au départ de 100 fournisseurs, vous la réduisez à 30. OK, c'est encore beaucoup. Il faut réduire encore de façon de voir là où l'organisation ou votre organisation peut avoir plus de chances d'obtenir des ressources. Donc, c'est un travail, comme je l'ai dit au niveau de l'introduction, c'est un travail qui demande un grand investissement en termes de temps. C'est un travail aussi qui est décourageant dans ce sens que vous pouvez faire autant de demandes sans avoir des réponses positives. Mais lorsqu'on élabore alors
un plan de mobilisation bien structuré, bien organisé, alors dans ce cas-là, la recherche de ressources ne sera plus une démarche qui va dans tous les sens. Et lorsqu'on cible des ressources dont on a besoin, qu'on a très bien identifiées, et on va cibler des fournisseurs qu'on a très bien analysés avant, alors la démarche devient stratégique. Parce qu'une démarche stratégique, ça veut dire tout simplement une démarche ciblée. On est parti de beaucoup de choses floues, on a analysé, on a réduit et on a ciblé juste ce qui est réaliste par rapport aux activités de l'organisation, par rapport aux besoins de l'organisation, par rapport aux compétences de l'organisation. Et c'est là une planification stratégique relative à la mobilisation des ressources permet à une organisation de fournir l'effort qu'il faut et pour maximiser donc les réponses positives dans sa démarche de mobilisation. Si la démarche n'est pas stratégique, c'est-à-dire ciblée après une bonne analyse des ressources, c'est-à-dire des besoins qu'on a, une bonne analyse des moyens, c'est-à-dire les mécanismes à utiliser pour atteindre les personnes qui donnent ces ressources, on ne peut pas réussir. Mais une fois que c'est bien ciblé, bien organisé, ça devient donc une mobilisation stratégique des ressources. C'est-à-dire qui se fait en connaissance des causes. Comme on dit souvent, qui veut aller loin ménage sa monture. C'est la préparation qui est donc à la base d'une réussite. Et s'il n'y a pas préalablement une bonne préparation, dans ce cas-là, on fournira des efforts de gauche à droite, de toutes les façons. Parfois, le résultat ne sera pas égal aux efforts fournis. Alors, à ce niveau, lorsque cette étape d'analyse de la situation actuelle et de l'identification des besoins est faite, et là, on va donc élaborer son plan de mobilisation des ressources. Et ce plan va donc se faire tout simplement en faisant en sorte que les besoins de l'organisation puissent se correspondre avec ceux des fournisseurs des ressources. On va aborder cet aspect comme M. Ilunga vient de le demander. On va y arriver. Comment les faire? On les fait tout simplement comme je l'ai dit. Vous avez vos besoins, vous connaissez les fournisseurs, vous connaissez leur zone, domaine d'intervention, vous connaissez leur zone ou région d'intervention, vous connaissez les cycles de financement ou d'octroi des ressources. Et ces éléments vous permettent à vous de dire, effectivement, Bill Gates finance dans le domaine social. OK. Bill Gates finance à l'international. OK. Bill Gates finance toute l'année. OK. Est-ce qu'il y a d'autres conditions? S'il y a d'autres conditions, vous regardez. Est-ce que vous entrez dans ces critères? « Vous entrez dans ces conditions ?»
Là, déjà, vous avez fait un grand pas. Vous êtes dans les sociales, vous pouvez recevoir les fonds à l'international. La période de dépôt de demande est encore ouverte. C'est déjà un grand pas. Mais maintenant, comment recevoir alors une réponse positive? Mais avant d'aller à la rencontre des potentiels fournisseurs, il y a une première démarche. Après toutes ces démarches préalables, il y a une autre démarche qui est très importante. La présentation de l'organisation. Comment vous allez vous présenter devant le fournisseur? Et ça s'appelle, excusez-moi, offre. Votre offre de partenariat. Dans les faits, les gens, généralement, ils peuvent envoyer des demandes, des lettres, comme ça, contacter le bailleur à gauche, à droite, sans une préparation préalable. Mais il est très important, avant de contacter le fournisseur, que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous allez présenter au niveau de ce fournisseur de ressources. Ça prend effectivement, ça prend donc ça peut être des dépliants de l'organisation, votre organisation, où vous détaillez ce que vous faites comme activité. Qu'est-ce que vous visez? Certains, ils vont faire un site Internet où le fournisseur a le temps d'aller regarder ce que vous faites comme activité déjà. Est-ce que les activités que vous faites vont dans le sens de ce que lui fait aussi de son côté? Puisque Bill Gates finance santé des mères et enfants. Alors, c'est mieux que vous présentiez que vous aussi, vous faites des activités dans ce sens-là de santé et de mères et enfants. Et si vous avez déjà fait des activités dans ce sens, votre site Internet comportera ces activités, les photos et autres. Et quand le fournisseur va regarder un peu, il voit que vous les faites déjà. Ou si vous ne le faites pas, de mentionner que vous êtes dans tel domaine, mais vous voulez vous étendre dans tel autre domaine compte tenu de ceci, de ceci, de ceci, de cela. Mais vous ne pouvez pas aller mettre brebis. C'est ça la difficulté que les nouvelles organisations ont souvent. On demande toujours, on veut financer, oui, on veut financer les organisations qui sont déjà actives, qui ont des activités. Et les nouvelles organisations vont dire, mais bon, on veut financer ceux qui ont déjà des activités, mais comment nous, on va avoir les activités si on ne nous finance pas? C'est comme un peu léger de quoi? Poule et l'œuf qui donne naissance à l'autre. Vous voulez qu'on ait déjà été dans les domaines, mais vous ne voulez pas nous financer. Il faut d'abord le financement et après, on aura de l'expérience. C'est ça toujours la grande question. Est-ce qu'on finance ceux qui n'ont jamais été financés ou on va financer les gens qui ont déjà eu de financement et qui font des activités? Et en général, le choix est clair. On donne à celui qui a. Ceux qui font déjà des activités ont plus de chances
de rencontrer les attentes des fournisseurs que ceux qui n'ont pas encore des activités dans ce domaine. Donc, il y a une grande difficulté à convaincre les organisations ou les entreprises. Et si on ne connaît pas, on n'a pas connaissance des compétences en la matière, c'est très, très, très difficile. Et parfois aussi, les organisations n'ont pas de ressources pour le faire. Mais il est très important de savoir que ça demande des moyens pour faire la mobilisation des ressources. Ça demande du temps. Dans les deux démarches, retenez que la recherche des ressources ou la mobilisation des ressources, il y a deux démarches. La démarche peut être réactive et la démarche peut aussi être proactive. Et une démarche réactive, c'est tout simplement le gouvernement du Canada annonce il y aura des financements, voici la période de soumission. Et vous voyez, publié sur le site Internet du gouvernement municipal ou provincial ou fédéral, OK, on prépare une demande, on dépose. Ça, c'est réactif. Le proactif, c'est sans qu'il y ait préalablement une ouverture d'envoi de demandes publiques, l'organisation peut faire une prospection. Rencontrer les organisations, rencontrer des entreprises, aller à des conférences, aller à des activités. Et là, ce qui est important est que quand on participe à des conférences, on participe à des activités, on apprend ce que les fournisseurs font, ce qu'ils veulent faire, et cette connaissance de base permet donc de cibler c'est quoi les besoins des fournisseurs. Ils veulent quoi? Ça, comme vous avez posé une question, comment on peut savoir, comment on peut faire pour que le besoin puisse correspondre avec nos besoins puissent correspondre avec celles de fournisseurs. Mais il faut d'abord identifier les besoins des fournisseurs. Pourquoi, par exemple, Bill Gates donnerait-il de l'argent à des organisations canadiennes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent au juste? Qu'est-ce qu'ils veulent avoir? Qu'est-ce qu'ils veulent avoir? Melinda et Bill, ils veulent quoi au juste? Ça, c'est important. Pourquoi ils financent? Pour les beaux yeux des organisations, ça peut être pour influencer. Est-ce que s'ils veulent influencer des organisations, c'est très important dans ce sens-là, dans votre analyse, vous puissiez savoir c'est quoi, pourquoi tel ou tel fournisseur les fait. Est-ce que c'est pour de l'influence? C'est très important. Influencer quoi? Est-ce que c'est pour diminuer les impôts? Par exemple. Alors, lorsqu'on connaît les motivations, et c'est plus facile de faire une demande. Lorsqu'on connaît que c'est pour telle ou telle autre motivation, on peut arriver donc à faire la demande. Mais c'est très important que lorsque vous le faites, que vous soyez sûr que les choix de ces fournisseurs n'aura pas de conséquences négatives pour l'organisation. Je vous donne un exemple. Une organisation communautaire qui travaille, par exemple, dans la lutte contre les cancers a besoin de ressources.
Mais entre-temps, les fournisseurs de ressources travaillent dans l'industrie du tabac. Il y a deux possibilités. Soit le fournisseur va appuyer l'organisation comme contribution sur les dégâts causés par les tabacs. Et dans ces cas-là, les deux organisations peuvent travailler ensemble. Comme on dit, par exemple, dans les domaines de la pollution, pollueur-payeur. On pollue et puis on contribue à des programmes de lutte contre la pollution. OK. Donc, l'industrie du tabac finance pour le traitement ou la recherche sur le cancer. C'est bon. Mais lorsque cette industrie du tabac va financer pour que l'organisation de lutte contre le cancer puisse faire la publicité de l'industrie du tabac, là, ça pose un problème. Donc, les intérêts ne peuvent pas marcher ensemble. Vous luttez contre les cancers. Le tabagisme est aussi l'une des causes. Mais comment aller faire la promotion du tabac? C'est là que c'est très important de regarder, pas seulement qu'on a besoin de financement, c'est bon, non, mais il faut regarder aussi quel impact de ces financements sur le fonctionnement ou la mise en œuvre des activités de l'organisation. Alors, je pense que je répondrai encore à la question si vous voulez plus d'éclaircissement, M. Ilunga. Et ce qu'il faudra éviter est que lorsque vous faites l'offre de l'association aux fournisseurs de ressources, que ça ne soit pas un marketing comme quelqu'un qui vend quelque chose à l'excès. Mais il faut surtout démontrer l'intérêt du projet, la contribution, les côtés positifs que les projets, les bienfaits que les projets peuvent avoir sur telle ou telle communauté ou tel groupe cible. Et que ça ne soit pas, vous faites le marketing comme un produit de Coca-Cola ou autre, et parfois, au lieu d'attirer les fournisseurs, ça va plutôt les repousser. Et globalement, c'est toujours plus intéressant pour les organisations lorsqu'ils vont faire leur offre, c'est-à-dire présentation des services, de les faire en tête-à-tête. C'est-à-dire, avant de faire une demande, c'est mieux de prendre d'abord contact avec les fournisseurs. Puisqu'il y a un principe qui dit souvent que les fournisseurs n'aident pas nécessairement des organisations communautaires, mais ils aident des amis. Lorsqu'un fournisseur connaît ce que vous faites, il sera plus à même de financer votre organisation. Mais s'il ne sait pas ce que vous faites et qu'il y a 5, 10, 20 organisations qui présentent des demandes, il aura plus tendance à financer les organisations déjà en contact avec lui comme fournisseur, que de nouvelles organisations ou de nouvelles demandes. Parfois, on peut se dire que c'est éthique. Parfois, on peut dire que c'est favoritisme, mais c'est fait comme ça. On finance les gens qu'on connaît. Et ça demande donc l'aspect de participation à des activités, de faire d'abord la prospection avant de faire une demande. Et pour terminer à la fin, je dirais bien que dans la dernière partie, puisque je suis parti en passant rapidement tout cela, vous devez retenir que on ne s'improvise pas dans la démarche relative à la mobilisation des ressources. On crée des partenariats en présentant une offre
sûrement. Cependant, pour engager ce dialogue, il faut préparer la rencontre d'abord. Préparer la rencontre, bien préparer. Et c'est là au niveau des compétences. Si quelqu'un va rencontrer des bailleurs, il doit avoir une préparation préalable. Comment on va lui parler? Comment on va présenter l'organisation? On n'arrive pas, on commence le discours, mais il n'y a pas un travail de fond qui a été fait en aval, en amont, disons. Il faut bien se préparer. Et une fois que c'est bien préparé, on va alors à la rencontre du fournisseur. On ne fait pas de demande sans une bonne préparation préalable. Vous connaissez votre organisation, vous connaissez vos besoins, vous avez analysé les mécanismes et vous avez identifié les potentiels fournisseurs qui sont à même de vous apporter leur aide. Cette connaissance va vous permettre de les contacter, mais en ayant des compétences nécessaires pour le faire. Et une fois que vous aurez obtenu des premières ressources, alors ça reste un lien pour les obtenir pour la deuxième fois. Si déjà un fournisseur a apporté son aide à l'association ou à l'organisation, il sera plus à même de le faire la deuxième fois si la première fois a démontré que l'organisation était capable de confiance. Ça, c'est très important. Et ça permet donc de maintenir et d'entretenir de bons liens avec le fournisseur. Et les bons liens, sans que je puisse aller en détail, c'est tout simplement lorsqu'on a, par exemple, reçu des ressources qui sont où il y a des restrictions. Les restrictions, ça peut être dans l'utilisation des ressources et aussi des conditions, notamment la reddition des comptes. Alors, pour maintenir de bons liens avec les fournisseurs, il faut respecter les étapes qui ont été inscrites lors de l'obtention des ressources. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de reddition des comptes demandés. Vous avez eu un financement la première fois, vous ne pourriez pas avoir la deuxième fois. Et comme on dit, les bons comptes font de bons amis. Les bons liens, c'est tout simplement en respectant les conditions d'échange ou de partenariat. Si les conditions sont respectées, ça permet de maintenir de bons liens par la suite. Alors, je pense qu'on a couru un peu derrière le temps et je resterai à la disposition de vos questions s'il y en a, mais sinon, ce que je pourrais dire est que quelques éléments passés en revue, pour ne pas les résumer une énième fois, la mobilisation des ressources, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts, mais les ressources sont nécessaires pour la vie de l'organisation. Et pour les obtenir, il faut mettre en place une approche ou des approches stratégiques, c'est-à-dire ciblées, mettre en place des approches systématiques, c'est-à-dire c'est un travail de longue haleine, c'est un travail continu, c'est un travail qui ne s'arrête pas. On a des ressources aujourd'hui et il faut savoir qu'on aura besoin des ressources demain. Donc, c'est un travail continu, c'est systématique, il est continu et ça se fait tous les jours. Et ça ne s'arrête pas, puisque les ressources d'aujourd'hui peuvent se limiter et d'autres besoins vont se créer et on a besoin des ressources demain. Il faut le faire d'une manière organisée et systématique si on veut avoir des résultats qu'on espère. Merci à vous
Et ça a été un peu perturbé, mais quelques éléments que je pouvais partager avec vous cet après-midi. Merci à vous. Merci Bernardin. Est-ce que M. Daniel Ilunga, tu as une question, Mahamadou? Non, pas de question de mon côté. Non, non, je pense que je suis correct. Il a répondu à ma question. Merci. Super. Monsieur Bernardin, nous te remercions et nous nous excusons à propos des défis ou des petits ennuis techniques que nous avons eus. Mais sinon, ça a été clair et précis. Merci encore de cette présentation. Voilà. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. J'espère que ça a été un peu dans tout le sens, mais j'espère que je resterai à votre disposition. Si vous avez des éventuelles questions, n'hésitez pas. Vous avez mon courriel et je répondrai à questions relatives à la présentation qui a été faite. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Très apprécié. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.